Bonsoir, merci de nous rejoindre. Il est 19h. Dans l'actualité de ce lundi, le variant Delta sème le trouble à la veille de la rentrée scolaire. Les chiffres de l'épidémie ne cessent de grimper aux grandes dames des services du pays et de l'État qui finalisent le protocole sanitaire. L'idée d'un vaccinodrome dans les lycées est sérieusement envisagée. Le projet aquacole ne coule pas. Édouard Fritsch persiste et signe. Malgré les recommandations d'Emmanuel Macron, les travaux se poursuivent sur l'atoll. Le maire et la population de l'île se déclarent aujourd'hui plus que favorables à l'aboutissement du chantier. Fini les forfaits, vive les taximètres. Depuis le 1er août, les taxis polynésiens ont l'obligation de s'équiper d'un compteur, un avantage pour les chauffeurs, mais moins pour les clients, notamment en cas d'embouteillage. La mesure vise à limiter les abus sur certains tarifs, parfois fantaisistes. Les techniques de self-défense ont le vent en poupe. Ce soir, focus sur le Krav Maga, un sport complet hérité des services secrets israéliens. Et les adeptes de plus en plus nombreux recherchent une discipline pour pallier les agressions ou simplement maîtriser des situations au quotidien. 432 nouveaux cas de Covid-19, 4 nouveaux décès ce week-end et 9 patients en réanimation. Les chiffres de l'épidémie grimpent et avec eux les inquiétudes des parents d'élèves pour la rentrée scolaire. Problème, comment assurer la sécurité sanitaire de plus de 50 000 élèves? Le variant Delta très contagieux perturbe les plans des instances du pays et des services de l'État qui s'activent à présent pour finaliser le protocole sanitaire. Karine Liénard et Mirko Vandefo. À une semaine de la rentrée, ce ne sont pas les fournitures scolaires qui préoccupent les parents d'élèves, mais bien la constante augmentation de cas positifs au Covid-19. Ils s'interrogent tous sur comment assurer la scolarité de leurs enfants en toute sécurité. Le retour d'expérience de l'année dernière est que, de toute manière, le distanciel n'est certainement pas la meilleure manière pour un suivi des apprentissages dans les meilleures conditions. Ça a davantage participé au décrochage scolaire. Le ministère de l'Éducation travaille sur un protocole sanitaire en partenariat avec le ministère et la direction de la Santé. En ce qui concerne les élèves de moins de 12 ans, le port du masque n'est pas forcément obligatoire, mais pour ceux qui veulent le porter, ce n'est pas non plus interdit. Mais comme le dit bien les préconisations de la santé, les vaccins peuvent commencer à partir de l'âge de 12 ans. La ministre de l'Éducation encourage le personnel des établissements scolaires et les élèves de plus de 12 ans à se rendre cette semaine dans les centres de vaccination. En ce qui concerne toujours les vaccinodromes, des sites vont être organisés à partir de la rentrée. On va certainement, je dis bien certainement, commencer par les lycées, puisqu'en général, dans les lycées, on se trouve beaucoup d'élèves de plus de 16 ans, voire 18 ans. Normalement, pour ce qui concerne les collèges et les lycées, c'est de la compétence du pays. En revanche, pour l'installation de vaccinodromes dans les écoles du premier degré, cela devra se faire en partenariat avec les communes. Et bien sûr, sous réserve de l'accord des parents. Parce que de toute manière, il ne sera pas possible de vacciner un enfant sans que les parents aient donné leur accord. Pour l'instant, ce protocole sanitaire est toujours en discussion. Le ministère de l'Éducation rencontre le syndicat des enseignants ce mercredi et les représentants des parents d'élèves vendredi. Oui, et dans une interview accordée au journal Libération, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, déclare qu'il pourrait y avoir des adaptations au pass sanitaire dans les Outre-mer au vu du faible taux de vaccination, notamment en Polynésie. Il appelle les élus locaux à lui faire des propositions. Et dans ce contexte sanitaire incertain, les communes distribuent des fournitures scolaires comme ici à Faa, où les familles nécessiteuses du quartier de Pamataï ont reçu des cartables. Cette semaine, 100 cartables seront offerts dans tous les établissements scolaires de la commune. Porea Ateo, conseillère municipale, répond à Sandro Ly. Ça vous aide un peu financièrement? Ah, largement. Parce qu'on a eu nos... C'était pas évident quand même. Heureusement, cette aide-là. Des dossiers, des cahiers, des feuilles blanches, des petits cahiers de brouillon. Enfin, tout ce qui est nécessaire pour bien travailler au collège. Des crayons, un stylo pour écrire. Au total, on a 100 enfants qui vont bénéficier d'un cartable, surtout Faa. Comment ils sont choisis ces enfants? Donc nous recevons des listes, donc c'est les établissements scolaires qui sélectionnent les enfants, donc et nous transmettent et on fait avec cette liste-là.
On le pensait déjà aux oubliettes depuis la prise de position d'Emmanuel Macron, mais il n'en est rien. Le projet aquacole de Hao n'est pas encore enterré. Édouard Fritsch l'a confirmé à nos confrères de TNTV. Le pays et l'investisseur chinois ont déjà injecté à ce jour 500 millions de francs chacun. Et la concrétisation du projet est vivement souhaitée, y compris par la population de l'atoll. Nicolas Suire, Mathieu Allot et Patita Savea. Bien y regarder, le projet aquacole de Hao ne semble pas vouloir sortir de terre. Mais il n'est pas abandonné pour autant. Contrairement aux propos d'Emmanuel Macron, Édouard Fritsch affirme son soutien à ce projet dont la première pierre a été posée en 2015. 3 ans plus tard, les travaux débutent mais sont fréquemment arrêtés. La énième reprise du travail a eu lieu début juillet. Après le passage du Covid, on a relancé les travaux le 8 juillet dernier. Donc on est en phase de poser les premières dalles pour accueillir la base vie chantier. Sur place, Madame le maire a pris position à propos de ce sujet. Chinois ou pas chinois, si notre président il a décidé de parler chinois, pourquoi pas l'Europe, la France, mais c'est notre avenir, c'est ça. La population, dans sa grande majorité, partage l'avis du maire. Le projet aquacole, c'est important pour nos jeunes d'aujourd'hui parce que nous sommes vraiment dans un déficit de travail. On vit mal aujourd'hui depuis le départ de la CEP. Certains peut-être ils prennent bien les choses, mais la population qui a vécu la CEP, c'est très difficile le départ de la CEP. Il est important premièrement pour l'économie, pour nous en tant que commerçants et pour les autres entreprises. Donc ça aiderait de nombreuses familles premièrement. Ça donnerait du travail et également au niveau économique, ça tournerait dans tous les commerces de l'atoll. On dit qu'on va faire ici à Hao, mais j'attends pour les jeunes, pour le travail, mais n'a rien. Mais on attend quand même. D'après le promoteur, les travaux devraient durer jusqu'en 2025, après que l'investisseur chinois Tahiti Ocean Food ait financé ce projet à hauteur de 39 milliards de francs pacifiques. La plainte pour diffamation initiée par le promoteur Franck Zermati à l'encontre de 2 membres du groupe Facebook à Paruru et à Moorea était examinée ce matin au tribunal administratif. Pour rappel, le groupe s'oppose à un projet résidentiel sur Tiahura prévoyant la construction de 42 villas. Un internaute aurait tenu des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux. Selon maître Dominique Bourion, avocat du promoteur, l'administratrice du groupe a l'obligation de modérer sa page. On l'écoute au micro de Patrick Tinting. Qu'importe le problème de forme, moi ce que je voulais c'est que ça s'arrête et qu'on supprime ces mentions sur le site pour que ça arrête de faire des dégâts parce que les gens croient n'importe quoi. C'est le dernier qui a parlé qui a raison et ils croient n'importe quoi, ils répondent, ils rebondissent sur des faits qui sont faux. Donc à partir de là, à partir du moment où on les retire, moi ça me va, il n'y a pas de problème. J'aime bien revenir sur l'exemple de Hawaï, c'est que c'est un peu... On voit ce qui est arrivé chez eux, les Hawaïens ne sont plus propriétaires, ils sont obligés de s'expatrier parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'acheter, voire de louer. Et moi, j'ai peur pour le Polynésien. Aujourd'hui, on se retrouve à un carrefour de notre histoire. Parce que la terre, ça représente notre identité. Et dites-nous où nos enfants iront plus tard, dans des logements sociaux, alors qu'ils sont pleinement légitimes de profiter de la terre de leurs ancêtres. Moi, c'est principalement cette crainte qui me motive à continuer à vouloir garder la page ouverte. Et le délibéré sera rendu lundi prochain. Ils ont été nommés ce lundi. Thomas Lefebvre-Segar et Bruno Arbonnel deviennent respectivement directeurs généraux d'Onati et Farerata. Ils succèdent ainsi à Yannick Teriero-Iterai et Benjamin Tehotu à la tête de ces 2 filiales de l'OPT. Et puis c'est officiel depuis hier, les taxis polynésiens doivent tous être équipés d'un compteur. Il peut être téléchargé sur un smartphone ou simplement branché comme un compteur mécanique, mais il est désormais obligatoire. Une façon de clarifier les tarifs parfois fantaisistes, même si les courses n'en seront pas forcément plus avantageuses. Explication, Brigitte Olivier et Marcel Bonneau. Tu la mets en route. La recherche GPS se fait en l'espace de quelques secondes. Voilà, recherche GPS, une fois que parce qu'il fonctionne par GPS, voilà. Début de la course, 1000 francs, la prise en charge. Voilà, vous savez presque tout et votre chauffeur pourra entrer d'autres données, nombre de bagages, animaux domestiques, paquets encombrants, plus-value pour les montées. Tout sera détaillé. Fini donc les forfaits, parfois à la tête du client,
Mais les taximètres ne seront pas forcément plus avantageux. Tout dépend où on se place. Pour nous, les chauffeurs, c'est une bonne chose parce qu'on va gagner un peu plus d'argent. Pour les clients, c'est peut-être un peu moins intéressant. Parce que, un exemple, si vous aviez un forfait avant, on marchait au forfait, de Vaima jusqu'au Méridien, c'était 3 000 francs par exemple la journée. Et là, qu'il y avait de la circulation ou pas, c'était 3 000 francs. Maintenant, ça peut être 3 000, 3 200. Il suffit qu'il y ait un accident, on reste 1 heure dans la circulation, ça sera 3 000 francs plus 2 500. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors pourquoi maintenant le service des transports a souhaité rendre la tarification plus juste ? Je pense qu'il y a eu beaucoup de plaintes de clients parce qu'il y a des taxis qui ne sont pas très honnêtes, mais dans toutes les professions, il y a des malhonnêtes, même dans nos politiques, on va dire entre guillemets. Mais malheureusement, c'est le propre de l'homme. Il y a un certain moment, il y a une partie des travailleurs qui ne sont pas très honnêtes. Ils ont voulu clarifier la situation en disant bon, on met un taximètre et puis comme ça, il n'y a plus de problème, quoi. Les chauffeurs peuvent s'équiper comme ils le souhaitent, à l'ancienne, avec un compteur mécanique ou avec une application à télécharger. Tant que le procédé est avalisé par les services ad hoc, pas de problème. Oui, 110 chauffeurs de taxi exercent actuellement leur activité sur Tahiti. Cap sur Rangiroa, où l'huilerie fait la fierté des habitants depuis 2017. Un projet humain au service des gens et de la nature de l'île. Là-bas, tout est bio. On connaît bien les vertus de l'huile de coco. Tout a été fait avec passion. Un technicien de l'agriculture a formé les jeunes. Une association est même créée pour soutenir l'agrandissement du site. À Tiputa, notre correspondante Belen Ferro a rencontré des gens heureux. On les écoute. Cette année 2021, on a mis en place une association juste pour la fabrication de l'huile. Alors qu'en 2017, quand on était arrivé, on était obligé de tout apprendre de A à Z sur la façon de faire l'huile. Et grâce à la DAG, le laboratoire de la DAG qui nous a dépêché un technicien, on a pu alors eu des formations. Et aujourd'hui, on peut dire que le produit il est viable. Et après, avec la collaboration de Mounier Philippe de Paya, on est arrivé à fabriquer un produit de qualité. Aujourd'hui, Mounier il sollicite énormément de l'huile chez nous. Et là, ses capacités commencent à augmenter. C'est m'occuper alors de l'arabe. C'est-à-dire que mon collègue qui est à côté dans le laboratoire, il va faire la presse pour faire du lait. Il va passer le lait. Voilà. Plus près de chez nous, les techniques de self-défense font de plus en plus d'adeptes. Exemple, le Krav Maga, un sport complet hérité des services secrets israéliens qui exige une véritable discipline, un bon moyen de se protéger des agressions et autres comportements violents. Pour la dernière de la saison, 6 licenciés étaient à l'entraînement au Stade Banbridge. Herevay Hoata et Marcel Bonou les ont rencontrés. Regardez. Non, vous n'assistez pas à un combat de rue. Elle s'initie au Krav Maga, un sport, mais aussi un moyen de défense au quotidien. C'est important de pouvoir se défendre si on est agressé. Et qu'est-ce que vous apprenez exactement là ? Tous les mouvements de parade pour s'en sortir. Moi, je ne fais pas ça spécialement pour savoir me défendre. C'est vraiment pour faire un autre type de sport. Je pense que ce qui est bien, c'est que ça t'apprend à gérer des situations de la vie de tous les jours. Parmi les élèves présents, quelques hommes férus de sport de combat se laissent entraîner par cette discipline. À elle seule, elle combine la self-défense, la tactique de combat et la tactique défensive. J'ai toujours fait un petit peu d'arts martiaux. C'est pour le sport, on fait pas mal de cardio, c'est assez rigolo aussi, c'est assez fun. Et aussi pour avoir des réflexes de self-défense. Après 40 minutes, les défenses contre l'attaque au couteau du haut en bas sont passées en revue, temps fort de ce cours d'1h30. Il faut que je transfère un peu du poids de mon corps dans mon bras pour pas... Ah là, elle est hyper forte. Ok, si je suis pas assez fort, ça va plier. Il faut que je bloque. Les couteaux, c'est quelque chose qu'on va retrouver partout, que ce soit dans la rue ou au domicile. On a de plus en plus le cas d'agression au couteau. Il suffit de regarder les faits divers. C'est pour ça qu'on enseigne ça aux débutants. Dans cette fédération tahitienne, comptez 16 licenciés, mais seulement 6 présents pour ce dernier cours de la saison. La rentrée se fera virtuellement en septembre.
Ici, on ne se défend pas, on danse. C'est une tradition. Chaque année, le centre de danse André Chan fait appel à des invités de renom pour des stages internationaux. Lucas Vialfond et Mathieu Barucan, deux pointures de la danse classique, contemporaine ou de la comédie musicale, ont commencé à apporter une nouvelle approche de ces techniques aux élèves volontaires à partir de 6 ans. On écoute Mathieu Barucan et la directrice du centre interrogée par Patrick Tsing Tsing. On sent qu'ici à Tahiti, que ce soit des Popas ou que ce soit des Tahitiens, on sent que les enfants, la musique et la danse font vraiment partie de leur culture, de leur quotidien. Le corps qui danse, c'est pas quelque chose de tabou ici en Polynésie. Au contraire, c'est quelque chose d'ancré, quelque chose qui fait partie de la vie pour célébrer la vie. Pour moi, c'est une énorme chance de confronter nos élèves à un savoir différent, à une approche différente. Je trouve que c'est enrichissant, c'est stimulant de pouvoir être confronté comme ça à la nouveauté. Dans l'actualité également, ce concours de sculpture sur bois organisé par le comité des artisans de Wapo aux Marquises. Objectif, créer une rame et un casse-tête selon des critères bien définis tels que les dimensions et les matières utilisées. Après 3 semaines de travail, les artisans ont pu exposer leur création. Et pour la première fois, c'est une femme, Christelle Hapipi, qui remporte le concours avec une rame en forme de Raymanta. Moana Hatuuku arrive 2e avec une rame en bois incrusté de pierres fleuries et d'os. Direction Dina, dans l'Hexagone, un concours international de saut d'obstacles et un drapeau polynésien dans le champ. Une jeune cavalière de Tahiti participe et crée la surprise. Emma Erel a 17 ans, une vraie force de travail et les résultats suivent. Elle termine 2e dans la première épreuve. Reportage Pierre Lacombe et Nordine Bensmaïl. Ensuite, juste derrière les arbres, galopade pour aller chercher le double. Il faut que tu galopes de loin. Par contre, tu ralentis. Sur la piste encore humide, Emma répète sa partition comme le ferait un chef d'orchestre avec ses musiciens. La jeune cavalière arrive de Polynésie avec un titre d'ambassadrice. Une cavalière qui vient de Tahiti en direct. Et pour cette grande première au jumping de Dinard en Bretagne, Emma s'est fait plaisir sur la piste et elle a aussi créé la surprise. Je me suis éclatée, je me suis vraiment amusée. Le cheval était vraiment de bonne composition, il a très bien sauté, il était très allant. On a pu prendre les options, gagner le maximum de temps, et ce qui nous a permis d'arriver 2e aujourd'hui. Un résultat d'autant plus exceptionnel que le cheval d'Emma, celui qu'elle monte régulièrement en Polynésie, n'a pas fait le voyage. Trop cher, trop compliqué à transporter. On a 3 jours pour créer ce que les autres ont fait en 1 an. Donc c'est compliqué, c'est un handicap. C'est ça d'habiter à Tahiti, aussi loin de la métropole et des belles compétitions. On doit faire comme ça et on s'y fait. Emma est de retour sur la piste. Mais cette fois, la jeune cavalière ne parvient pas à imposer son rythme au cheval. Les fautes s'enchaînent. Et la déception est profonde. Ce soir, il faudra oublier le classement et retenir l'essentiel. Allez, c'est bien. Hein? C'est nul. Mais non! On vient prioritairement pour l'expérience et pour montrer que c'est possible. Ça reste compliqué parce qu'on est loin et forcément c'est très coûteux. C'est un objectif pour la fédération de se diversifier et de toucher du doigt ce genre d'événement. Un peu sonnée la veille, Emma n'est pas du genre à lâcher prise. Elle revient sur la piste déterminée pour cette 3e et dernière épreuve. Vaillant dégonné, son cheval est dans le rythme. Il enchaîne les sauts. C'est un sans faute. La jeune cavalière termine 6e. C'est bien d'avoir des buts, de se donner des objectifs et puis d'essayer de tout mettre en œuvre pour y arriver. Nous, on la pousse bien évidemment, on la soutient, on l'oblige à rien, mais on la soutient dans tout ce qu'elle fait. Je suis là de 1 pour avoir de l'expérience, c'est sûr, mais je suis avant tout là pour gagner. Je veux montrer que même si on vient de très loin, on peut le faire, c'est pas impossible. L'année prochaine, Emma continuera de monter à cheval, mais prendra un peu de distance avec la compétition. Après avoir brillamment décroché son bac avec la mention très bien, elle veut réussir sa première année de médecine avant de retrouver la piste, les paddocks et les écuries.
Et vous aurez reconnu la maman d'Emma, la représentante Virginie Bruand, pas peu fière de sa championne. Ce journal touche à sa fin. Je vous en rappelle la principale information. Le variant Delta sème le trouble à la veille de la rentrée scolaire. Les chiffres de l'épidémie ne cessent de grimper aux grandes dames des services du pays et de l'État qui finalisent le protocole sanitaire. L'idée d'un vaccinodrome dans les lycées est sérieusement envisagée. La une de la presse demain, Tahiti Info titre bien sûr sur le Covid et des soignants à bout de souffle. À suivre sur notre antenne, votre série Meurtre au paradis suivi des Jeux Olympiques en direct. Merci de rester fidèle à la première. L'info continue sur le web et pour les leftos en matinale radio. Je vous retrouve demain soir avec plaisir. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.